Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Il est 23 heures. On regarde les titres de ce journal. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Des projets de décret ont été passés au peigne fin. Le Conseil a adopté un décret relatif à la sécurité des hautes personnalités et à l'utilisation des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux. C'est Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui a été choisie pour abriter la 4e édition du Forum international Victoria. La rencontre dédiée à la gente féminine a vu la participation de la vice-présidente du Sénat. Des propositions concrètes ont été faites pour mieux lutter contre la Covid-19. Et puis nous irons au Mali où le président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane ont annoncé leur démission ce mercredi. La délégation de la Troïka composée de représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU était à Kati où les deux dirigeants maliens sont détenus depuis leur arrestation. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le gouvernement au grand complet s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République. L'un des points importants de ce Conseil des ministres de ce 26 mai, c'est l'interdiction des sirènes, gyrophares et avertisseurs spéciaux. Retour sur les conclusions de ce Conseil avec Jérôme Kofi-Aboulan. Le Conseil des ministres ce mercredi 26 mai 2021 a été présidé comme d'habitude par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au point presse consécutif à cette réunion, deux intervenants. Situation de l'énergie oblige, c'est par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie que l'on commence. Thomas Camara a fait le point de la perturbation sur la fourniture de l'électricité. Pour lui, tout est en voie d'amélioration, précisant que le terme qui convient le mieux pour la circonstance est le rationnement et non le délestage. La situation s'améliore. Nous faisons tous les efforts pour que les outils de production soient disponibles, fonctionnent au meilleur de leur capacité et fournissent la quantité d'énergie, d'électricité demandée par la population. Et comme vous avez constaté, la situation est bien meilleure qu'avant. Les nuits, il n'y a plus de rationnement. Le week-end, il n'y en a pas non plus. En semaine, nous avons 6 heures de rationnement au niveau des ménages et les industriels ont la fourniture pendant 16 heures tous les 2 jours. Voilà donc la situation que nous vivons en ce moment. Alors, nous parlons de rationnement parce que nous disons que la capacité de production installée en Côte d'Ivoire, effectivement, elle est de 2300 mégawatts. La consommation nationale est de 1650 mégawatts, donc bien inférieure à la capacité installée, dont nous n'avons pas de déficit structurel. Nous n'avons pas de problème de déficit structurel, nous avons simplement un problème conjoncturel qui va passer dans quelques semaines et nous retrouverons notre équilibre où la capacité de production d'électricité est largement supérieure à la demande nationale. C'est pour cela que nous parlons de rationnement. On parle de délestage lorsque structurellement la capacité de production est inférieure à la demande du pays, où il faut recourir à des investissements massifs en toute vitesse et rattraper justement le niveau de la consommation. Ce n'est pas notre cas. Avant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le porte-parole du gouvernement a fait le résumé de plusieurs autres points. Il s'agit tout d'abord du décret pris sur la sécurité des hautes autorités. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté un décret relatif à la sécurité des hautes personnalités et à l'utilisation des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux. Ce décret adapte le dispositif sécuritaire des hautes personnalités au contexte actuel de l'avènement de nouvelles hautes personnalités dans
l'environnement institutionnel de notre pays. À cet effet, il précise la nature des protections accordées et les modalités de sa mise en œuvre par catégorie de hautes personnalités, telles que le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents d'institutions, les ministres d'État, les ministres et les secrétaires d'État. Le Conseil a également informé que la validité de la carte nationale d'identité court jusqu'au 31 décembre 2021. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité ainsi que les communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Aussi, le Conseil a-t-il indiqué que le gouvernement s'attelle à tout mettre en œuvre pour aider les exportateurs café-cacao à faire face aux difficultés rencontrées. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et en relation avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux difficultés rencontrées par les exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Depuis la campagne 2016-2017, les opérateurs ivoiriens intervenant dans le négoce et la transformation du cacao connaissent de fortes difficultés d'ordre économique et financier, ayant provoqué la disparition d'environ 50% de ces opérateurs économiques. Face à cette situation, le Conseil a décidé, en vue de favoriser l'émergence dans le secteur de champions nationaux et de créer les conditions de la pérennisation de leurs activités, d'attribuer 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Ainsi, les multinationales devront céder systématiquement 20% du volume de tout contrat de déblocage aux exportateurs ou transformateurs nationaux sous forme de contrats internationaux. Le prochain Conseil des ministres, c'est dans quelques jours, sauf changement, il se tiendra précisément dans 2 semaines. Mais à présent, le cap sur la ville de Yamoussoukro, où les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières sont en formation. Il s'agit pour le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de les outiller à l'effet de mener à bien leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Kader Sogodogo. La mission de contrôle de l'action gouvernementale dévolue aux parlementaires nécessite la bonne maîtrise de l'utilisation des fonds publics. C'est dans ce cadre que le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, à travers son programme Pays de renforcement des capacités, forme les députés à Yamoussoukro sur le budget programme. Il s'agit de renforcer vos capacités sur les innovations introduites par cette réforme au niveau de la procédure d'élaboration, d'approbation et de vote du budget, mais aussi de vous orienter sur les nouveaux métiers budgétaires et les modalités de leur exercice. Cette nouvelle approche dans la gestion des finances publiques place la satisfaction du citoyen au cœur de l'action publique et induit une culture de la performance. Un renforcement de capacité utile pour les députés. Cette formation vient à point nommé, car elle a lieu en début de législature, précisément de la présente législature 2021-2025, et à quelques jours du démarrage du processus d'élaboration du budget 2022 de l'État, qui conduira à l'examen et à l'adoption de la loi de finances portant budget de l'État de l'année prochaine.
La formation est l'affaire du Centre international de management économique et financier, CIMEF. Le projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet pour l'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, le PAGDS. Voilà, c'était pour vous le reportage de Kader Sogodogo. Abidjan a abrité la 4e édition du Forum international Victoria. Je vous le disais en titre, un forum dédié essentiellement aux femmes leaders issues de différentes couches socio-professionnelles. Elles ont fait des contributions sur la gestion de la crise de la Covid-19. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Le Forum international Victoria est une rencontre de femmes leaders qui se tient à travers le continent africain. Cette année, la thématique qui guide les assises pendant les 3 jours impartis à ce forum s'articule autour du sujet principal « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19 ». C'est un sujet d'actualité où on promeut le leadership féminin pendant la crise sanitaire de la Covid-19. On se rend compte que les tâches ou les responsabilités de la femme se sont multipliées parce qu'en même temps, la femme doit s'occuper de son mari, des enfants et en plus aller au travail. Vous savez, toutes ces responsabilités se sont accrues. Les contributions des femmes exerçant dans l'administration publique ou dans le social, des élus, femmes d'affaires, ainsi que promotrices de programmes venus de plusieurs pays, ont marqué la cérémonie d'ouverture tenue dans la commune du Plateau. L'État gabonais, en la personne de son Excellence, Monsieur le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a appelé à une solidarité nationale. Ça a été un signal fort. La société civile, les associations, les personnes qui ne se reconnaissent ni dans la société civile ni dans les associations ont contribué à cet appel. Une femme ne peut pas avoir un problème social et puis s'asseoir. C'est pas possible. Mais il faut simplement se mettre ensemble en tant que femme pour agir, développer le leadership pour pouvoir agir pour les hommes et les femmes. Au nom de Jano Aoussou-Kouadio, la vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fadiga, a traduit la gratitude du président du Sénat relativement à l'organisation en Côte d'Ivoire de la 4e édition du Forum international Victoria. Au nom de Monsieur le Président du Sénat ainsi qu'à mon nom propre, de formuler le vœu que cette édition soit un succès et que Ascension Group et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique gagnent leur pari commun de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et par ricochet le leadership de la femme africaine. Au-delà de cette rencontre, les différentes participantes se sont engagées à maintenir le contact afin de mettre leur expérience au service de leur pays respectif pour soutenir davantage la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Autre chose à présent, le docteur Eugène Aka Awele a démarré ce mercredi une visite de travail au Bénin. Le président du Conseil économique et social a rencontré son homologue béninois à Cotonou. Les deux parties ont passé en revue les termes de l'accord de coopération liant les deux institutions. Cette visite vise à relancer la coopération bilatérale entre les conseils économiques et sociaux des deux pays. Économie à présent, le FMI, le Fonds monétaire international et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont ouvert mardi dernier des consultations à Abidjan. Il s'agit pour les deux parties d'évaluer les politiques engagées et les orientations arrêtées par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour assurer la solidité macroéconomique. Les assises qui prennent fin le 10 juin prochain devraient déboucher sur la conclusion de nouveaux accords de financement. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Ces consultations ouvertes s'inscrivent dans le cadre des missions de surveillance multilatérale du FMI, garant de la stabilité du système monétaire mondial. Occasion pour le gouvernement de faire une évaluation sommaire des interventions de l'institution au titre de l'année 2020. Ces interventions ont facilité la mobilisation de l'aide des partenaires techniques et financiers et le financement du plan de soutien économique, social et humanitaire d'un budget de 1 700 milliards de francs CFA, soit 2,7 milliards de dollars, initiés pour réduire les effets socio-économiques de la pandémie. Grâce à ces appuis financiers substantiels du FMI, conjugués aux politiques rigoureuses mises en place, la Côte d'Ivoire a pu éviter la récession. La diversification économique relative et l'assouplissement de la position budgétaire, tenant compte des moins-values de recettes ainsi que le plan d'urgence des dépenses publiques,
ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir une croissance positive en 2020 à 1,8%. Pour 2021, le juste arbitrage entre le soutien de la relance économique et la trajectoire budgétaire devrait consolider les acquis. Les perspectives demeurent bonnes. Le gouvernement est conscient des défis importants à relever pour relancer la croissance et mettre en œuvre sa stratégie de développement tout en capitalisant sur les évolutions favorables de l'environnement extérieur. Sous l'hypothèse d'une normalisation progressive de l'économie mondiale, la Côte d'Ivoire vise un assainissement de son déficit budgétaire à 3% du PIB. Verdict du FMI le 10 juin prochain. Une délégation d'opérateurs économiques portugais est en mission de prospection dans notre pays. Elle a été reçue par son homologue de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, faciliter les partenariats et les procédures d'installation. On retrouve encore une fois Lanciné Bakayoko. Composé d'une quinzaine d'entreprises essentiellement issues des secteurs BTP, industriels et pharmaceutiques, cette mission économique constitue un espace de densification des relations avec les acteurs portugais désirant décrocher de nouveaux marchés en Côte d'Ivoire. Les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal ont connu une progression ces dernières années, notamment entre 2010 et 2019, du fait des actions conjuguées des autorités politiques au plus haut niveau des deux États, mais aussi grâce à la forte implication des organisations consulaires et autres acteurs des secteurs privés. Le volume des échanges qui était de 29 milliards en 2010 culmine aujourd'hui à 64 milliards, même si ce chiffre devrait subir une légère baisse en raison de la pandémie mondiale. Cette augmentation est aussi le résultat de la diplomatie économique offensive. Nous avons enregistré depuis 2015 d'environ une dizaine d'entreprises portugaises installées en Côte d'Ivoire à plus de 200 entreprises aujourd'hui installées, dont la principale opère dans le secteur de la salubrité. À cause des coûts de production élevés, le Portugal cherche à diversifier ses échanges et ses partenaires. La Côte d'Ivoire apparaît donc comme une destination stratégique pour les opérateurs portugais, aussi bien au niveau de l'exportation qu'au niveau de la délocalisation et de l'investissement. Vu qu'il y a beaucoup de pays qui viennent investir ici en Côte d'Ivoire, je demande aux autorités ivoiriennes qui donnent une opportunité aux entreprises portugaises, que les choses se concrétisent le plus rapidement possible. Les entreprises portugaises auront des rencontres B2B pour présenter leur savoir-faire et établir des relations de coopération avec le secteur privé ivoirien. On parle maintenant de dépenses publiques. Depuis mardi, les magistrats de la Cour des comptes sont en formation. La session s'inscrit dans le cadre du contrôle de la bonne exécution du budget et de la bonne gestion des finances publiques. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette formation avec Jean-Louis Mangbo. La Cour des comptes est l'organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics et de vérifier le bon emploi des fonds publics. C'est donc elle qui s'assure de la bonne exécution du budget programme en vigueur depuis janvier 2020. Une mission que la jeune institution va mener avec l'appui de la Cour des comptes de France et l'Union européenne. Le but est effectivement de permettre à la Cour des comptes ivoirienne de grandir, d'acquérir des compétences, des particularités techniques dans la mise en œuvre de l'audit des budgets programmes. Je voudrais insister sur le nouveau rôle conféré à la Cour des comptes par la Constitution ivoirienne, dans sa réforme de 2020 notamment, qui fait de cette institution une institution de premier plan qui va être extrêmement importante pour la démocratie ivoirienne. Le but de l'Union européenne dans son aide au développement, c'est d'accompagner les pays dans son développement d'une manière correcte. Donc que les budgets, les dépenses du budget soient contrôlées, qu'ils soient vérifiées. Cette formation s'inscrit dans le cadre des réformes profondes de tout le système de gestion des finances publiques ivoiriennes. C'est ça la bonne gouvernance, c'est que le citoyen est informé de ce qui est fait de l'argent public. C'est ça, si nous arrivons à informer correctement le citoyen de l'usage qui est fait des impôts qu'il paye, je pense que nous aurons fait un grand pas. La formation des magistrats de la Cour des comptes se tient sur 4 jours. Elle se fait par visioconférence depuis Paris par les experts de la Cour des comptes française sur la base de documents fournis par la Côte d'Ivoire.
On parle maintenant de défense avec les cellules civiles militaires qui renforcent leur capacité à Yamoussoukro. Pendant 2 jours, il s'agira de rétablir et de consolider le lien armée-nation et de renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité d'une part et la population d'autre part. L'éclairage d'Abou Sanogo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme numéro 13 du secteur de la sécurité, qui vise à rétablir et consolider le lien armée-nation et la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. En application de cette réforme, le Conseil national de sécurité a décidé de la mise en place de comités départementaux sécurité, avec comme organe opérationnel les cellules civilo-militaires, composées de personnalités civiles et militaires qui ont vocation à faciliter un rapprochement entre les forces de défense et de sécurité et la population civile des localités concernées, de sorte à créer une synergie d'action entre les deux parties. Et ces cellules civilo-militaires, sur la base des plans d'action validés par les comités départementaux sécurité, ont mis en œuvre diverses activités au cours de l'année 2020. Cette rencontre a pour objet de dresser le bilan des actions menées et de renforcer les capacités techniques des cellules civilo-militaires et des comités consultatifs d'éthique par l'échange de bonnes pratiques et le partage d'expériences. Il faut aussi partager l'expérience des uns et des autres pour que ceux qui ont été installés plus récemment profitent de ceux qui ont été installés depuis plus longtemps et qui ont plus d'expérience dans la pratique. À cela aussi, il faut ajouter qu'il y a les comités consultatifs d'éthique de la police nationale qui ont aussi un partage d'expérience à faire. Eux aussi, ils fonctionnent d'une autre manière et donc c'est important de s'enrichir les uns les autres. Cette rencontre bénéficie de l'appui du PNUD. L'approche vise à ce qu'au-delà de la réponse militaire, les communautés et les parties prenantes au niveau local soient associées dans cet effort collectif d'assurer soi-même sa propre sécurité en soutien à la stratégie de réponse militaire mise en place par le gouvernement. Des cellules civilo-militaires ont été installées dans 33 départements sur les 107 que compte la Côte d'Ivoire et se présentent comme des structures de grande utilité publique. C'est très important de faire le bilan pour que chacun puisse se mettre vraiment au travail pour la cohésion et la confiance surtout des populations. Ça permet aux différents CCM non seulement d'échanger de contacts, et même autant profiter aussi d'échanger d'expériences. Parce que la réalité de Touba n'est pas forcément la réalité de Bouaké. Donc je pense qu'à travers cette rencontre, ça nous permet vraiment d'échanger et d'améliorer vraiment notre manière de travail. Le programme de cet atelier prévoit des séances plénières et des travaux en commission, suivis d'échanges. Les séances plénières seront consacrées au partage des expériences de 5 cellules civilo-militaires identifiées, notamment à Boissou, Agboville, Ferkessédougou, Man et Dabou. Éducation à présent avec l'UNESCO qui s'engage à accompagner le monde éducatif ivoirien dans l'organisation de ses prochains États généraux. C'est ce que l'on retient de la rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale Mariatou Koné et la directrice générale adjointe de l'agence onusienne. Le commentaire de Jean-Marc Hadjadji. États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Le sujet est au centre de la rencontre ici à Paris, au siège de l'UNESCO entre Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et Stéphania Giannini, la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation. Aux autorités onusiennes, la ministre Mariatou Koné est venue exposer son projet d'amélioration des acquis de l'école ivoirienne par la tenue très prochaine de consultations populaires. C'est les assises de l'éducation nationale, c'est vrai, mais avec tous les acteurs, tous les partenaires sociaux, dans tous les compartiments, des assises qui devraient déboucher sur d'éventuelles réformes à court, moyen et long terme. Les États généraux de l'école ivoirienne, un projet qui cadre bien avec la vision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et l'UNESCO est très prête à mettre en place tous les expertises techniques, tous les soutiens et l'assistance nécessaire. En plus des consultations par région, par district et des consultations en ligne, les États généraux de l'éducation prévus pour se tenir au mois de juillet 2021 vont comprendre plusieurs autres activités comme le renforcement des capacités. À cette rencontre parisienne, le volet alphabétisation a été aussi abordé entre les deux personnalités.
On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 26 mai 49 nouveaux cas de Covid-19. On note aussi 28 guéris et 3 décès. À la date du 26 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 085 cas confirmés, dont 46 504 personnes guéries, 301 décès et 280 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Religion à présent, la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient dans la commune de Yopougon. Au diocèse jusqu'au 30 mai, les évêques vont analyser le rôle de l'apostolat des laïcs au service du développement humain. Grâce Kando. Bonne à 12 km de Dabou, dans la région des Grands Ponts. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se rapproche des communautés. La 119e assemblée plénière se tient dans ce village. Pendant une semaine, la conférence va passer en revue plusieurs sujets, notamment le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation. Aujourd'hui, dans nos familles, les parents démissionnent. Ils laissent l'éducation de leurs enfants entre les mains de la télévision, entre les mains des réseaux sociaux. Les parents n'osent pas dire aux enfants, voilà ce qu'il faut faire. On ne veut plus dégager de principes. Et puis sur le plan universel, nous connaissons le relativisme. Sur le plan éducatif, sur le plan moral, on laisse, tout est permis. Les évêques doivent faire des propositions à partir de ce thème pour voir qu'est-ce qu'on dit par rapport au thème à tout le peuple chrétien et aussi à la société ivoirienne. La 119e assemblée plénière des évêques est une occasion de mettre un point d'honneur sur l'éducation. L'éducation, c'est accompagner ceux qui commencent la vie, les jeunes générations, dans un développement personnel, culturel, humain intégral. Le pape, beaucoup de fois, parle de ça, du développement humain intégral, et surtout du rôle que l'Église a sur ça, pour construire une société qui soit toujours plus ouverte, démocratique, saine. Au thème de la 119e Assemblée des évêques le 30 mai prochain, une messe de clôture aura lieu, célébration au cours de laquelle les conclusions des travaux seront livrées. On termine ce journal au Mali où le président et le premier ministre de transition ont démissionné. Bandao et Mokhtar Rouana avaient été arrêtés par les militaires lundi. Les deux dirigeants maliens sont accusés par le colonel Assimi Goïta d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter. Alexis Ouedraogo. En début de semaine au Mali, le président et le premier ministre de transition sont arrêtés par des militaires. Un coup de force, 9 mois après le putsch vivement condamné par la communauté internationale. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son premier ministre et de leurs collaborateurs. Après avoir passé la nuit dans le camp militaire de Kati, le président Bandao et son premier ministre sont déchargés de leurs prérogatives. Le colonel Assimi Goïta les accuse d'avoir enfreint la charte de la transition. C'est le 12 septembre dernier que le chef de la junte adopte une charte de transition. Dans la foulée, Bandao, retraité de l'armée, devient président de transition pour une période de 18 mois. Mais voilà, contre toute attente, le 24 mai, quelques heures après avoir formé un nouveau gouvernement, le président Bandao et son premier ministre sont arrêtés, accusés de tentative de sabotage. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako pour tenter de débloquer la situation. Aussitôt arrivé, les discussions sont entamées entre lui et les représentants de la junte. Le président et son premier ministre ont annoncé leur démission ce mercredi. Ce soir, le Conseil des Nations Unies doit se réunir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info reprend ses droits sur RTI 1 demain matin à 6h30 et 7h avec Régis Kofi. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTI 1.